La gestion de la pandémie actuelle a entraîné toutes sortes de questionnements, d'adhésion ou de rejet. Quelle perception vous inspire en tant que psychanalyste cette panique qui s'est emparée de la société et des individus face à un virus méconnu? Ce que ça m'inspire, ou ce que j'en diagnostique comme psychanalyste, c'est un état de délire. Sérieusement, c'est pas... beaucoup de mes confrères et beaucoup de gens disent « mais c'est fou, c'est complètement fou, cette société devient folle, etc. » C'est pas simplement une façon de parler, c'est effectivement un diagnostic. Comme quand on peut dire à quelqu'un est parano ou est paranoïaque, on peut le dire en disant un peu n'importe quoi, ou quelque chose d'assez légèrement vague. Ou bien on peut vraiment le signifier comme un terme médical. Et en l'occurrence, donc, j'ai développé, écrit et développé par plusieurs textes et démonstrations que on peut estimer qu'il s'agit effectivement d'une maladie, d'une folie, d'un dérèglement mental, ou on dit de la personnalité, mais en l'occurrence là c'est d'une société qui est devenue, est atteinte d'une pathologie psychotique, de mélancolie, etc. Enfin, il y a tout un détail que l'on peut voir par ailleurs. Mais c'est surtout ça que non seulement que ça m'inspire, mais dont ça me convainc. Hein, les signes et les comportements que je vois du gouvernement, la façon dont cette société se gouverne. Alors, c'est avantageux de faire un diagnostic parce que ça prête à la possibilité d'une thérapeutique. Bon, on ne va pas broder sur le fait que précisément les thérapeutiques soient interdites. Ça fait partie justement des pathologies mentales profondes qui s'interdisent, on appelle ça des délires, toute éventualité de critique et de thérapeutique. Alors qu'une névrose, par exemple, va laisser est un appel à une thérapeutique. Un délire abolit la thérapeutique par principe. Hein. Et c'est ce que l'on trouve. Mais si c'est le mouvement général, si c'est le mouvement collectif, il n'interdit pas, il ne peut pas empêcher que des termes individuels, c'est-à-dire certains médecins ou certains groupes, énoncent, se distinguent de la société, comme des individus se distinguent de la société, pour, en l'occurrence, décrire une pathologie mentale de la collectivité. Alors, cette thérapeutique, j'en ai indiqué dans les 2-3 vidéos précédentes. La première, il y en avait 3, hein, la première étant actuellement donc censurée, pour des raisons comme ça, YouTube, les algorithmes, dit-on, hein, l'ont censurée. Elle est actuellement, j'ai fait appel, comme on dit, j'ai une possibilité de demander à réviser cette censure, et on attend, on va voir, c'est pas très important. Parce que ça fait partie justement de la clinique des choses. Mais donc j'ai mentionné par ces 3 vidéos précédentes
les termes les termes et les conditions d'une thérapeutique possible. Et principalement, j'ai pu indiquer que une thérapeutique procéderait, à ce moment-là, une thérapeutique possible procéderait par un usage de l'intelligence artificielle. Mais d'une intelligence artificielle portée disons, à un troisième degré. Nous n'en sommes pas encore là. Comme tout remède en médecine, un remède est en même temps un poison. C'est une loi de la pharmacie, de la pharmacopée. Et l'intelligence artificielle est utilisée de manière comme un poison actuellement. On a vu par exemple des tests faits sur certains médicaments qui étaient supposés thérapeutiques de la maladie actuelle, les tests mentalement dérangés, et qui font partie de ce délire, ont utilisé ce remède à des doses qui étaient toxiques et ils ont dit le remède est mauvais. Donc l'intelligence artificielle, utilisée telle qu'elle l'est actuellement, est mauvaise. On peut dire que c'est presque la pire des choses. Mais c'est parce qu'elle est utilisée tout à fait contre son potentiel qui, donc je le répète, atteignant un troisième degré, ce que j'ai appelé, enfin je l'ai décrit, de cette espèce d'hypermédecine, ce troisième degré participera principalement du remède à cet état de délire. Et qu'est-ce qu'elle, pour être bref et dessiner le profil de la manière dont elle rendra la santé, c'est qu'il ne faut pas oublier, principalement, il faut prendre en compte que principalement l'intelligence artificielle est comme un miroir, c'est-à-dire c'est le lieu de création d'une réalité virtuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle d'une semblance. Et la psychologie du semblant est quelque chose de très bien étudié en psychologie, en psychanalyse. Et c'est-à-dire que cette intelligence artificielle va donner lieu et cause à quelque chose qui est comme une société, évidemment. Et c'est-à-dire à faire une comme une. Et ça tombe bien d'employer, d'aller sur cette considération parce que c'est effectivement en produisant, en régénérant, en réveillant, en ressuscitant ce qui se sont appelés des communes. C'est-à-dire le moment essentiel, le premier, le moment originaire, la scène primitive de la Révolution française et de l'effet des Lumières. Et alors, on aura l'occasion de décrire plus, si peut-être, mais certainement il y aura l'occasion ultérieurement de décrire plus ce que c'est que comme ça, une commune. Oui. Donc, vous avez énormément fouillé la question de la démocratie et de la gouvernance jusqu'à la création d'une compagnie nommée Uberpol et d'un logiciel, le vote mobile, s'inscrivant dans un concept de démocratie directe. N'y aurait-il pas là, avec cette pandémie, matière à concertation collective, démocratique, quant à la gestion des prises de décision concernant tous les concitoyens? Vous avez fait un lapsus entre concept et contexte. Oui. C'est-à-dire que l'un et l'autre se confondent dans le sens où il faut être aussi bien dans le contexte que dans le concept.
pour que effectivement on voit quelque chose d'opérable, d'opératoire. Est-ce que nous sommes, dans quel contexte sommes-nous pour pouvoir appliquer tel ou tel concept? Pour l'instant, nous observons une invasion par l'intelligence artificielle, par la numérisation. Que ce soit les puces ou les ondes, et puis leurs opératoires, leurs opérations de surveillance, etc., de chiffrage, de numérisation. Tel est le contexte et la situation. Cette invasion a très probablement pour destin d'instrumenter la démocratie, qui n'a jamais jusqu'à présent eu de moyens de réunir en temps réel des millions de suggestions, c'est-à-dire des millions de votes, des millions d'opinions, et de créer, d'établir un gouvernement par le savoir collectif. On a toujours utilisé des représentants pour ça, parce que nous n'avions pas l'outil d'une activité de calcul des votations et des scrutins en temps réel. Donc, telle est la situation en ce moment, qui est celle d'une invasion de cette opportunité de calcul hyper rapide, et qui va mener à... Alors, vous avez donné le nom de cette compagnie, qui s'appelle Uberpol, oui, qui est un petit nom et un nom de famille ou un patronyme, mais qui veut surtout dire, en fait, ubérisation de la politique. Et l'ubérisation, c'est la mise en relation directe de l'individu à l'individu, de l'individu demandeur d'un service et de l'individu qui répond et procure ce service. Ceci évite, cette mise en relation directe évite les centralisations, justement les représentants, les délégués, et tout un système qui est aboli par le temps réel et la vitesse de calcul et de possibilité de mise en contact direct d'individu à individu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Et elle a été, comme l'intelligence artificielle, elle-même très vite capturée, saisie par des mentalités anciennes qui ont visé à la mettre au service d'anciens concepts institutionnels. Donc, par exemple, Uberpop, c'était le premier, je crois, c'était une entreprise de taxi. C'était une plateforme qui autorisait les individus à se mettre individuellement en rapport entre eux. Mais c'était bel et bien une plateforme de centralisation. Ce que l'intelligence artificielle ou la cybernétique effectivement procure comme possibilité, c'est d'abstraire cette notion de plateforme. C'est simplement l'appareil lui-même qui donne cette possibilité. Et c'est ce que l'on cherche dans le modèle démocratique de pouvoir du peuple, c'est-à-dire de pouvoir d'expression des individus directs. Mais l'excuse ou la raison pour laquelle les anciens concepts institutionnels ont pu prétendre devoir assumer et rendre le service du
ubérisation, c'est parce qu'il est tout de même nécessaire d'avoir une garantie de la qualité du service. Donc, si on veut garder et si on veut bénéficier de cette faculté d'ubérisation que la cybernétique, que l'intelligence artificielle humaine, celle du 3e degré, permet, il faut qu'en même temps, elle procure le moyen de garantir la qualité du service proposé. Pour cette raison, et pour aboutir, pour avoir cette garantie, il convient bien de se servir justement des lois de la cybernétique, qui permet cette garantie mieux qu'une institution. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple du métier des médecins. Pour garantir la qualité d'un médecin hippocratique, l'expérience actuelle nous montre que l'institution d'un ordre des médecins ne convient pas bien, convenait moyennement et ne convient plus du tout. Il a complètement abandonné ses principes pour virer dans une autre logique. Et donc nous cherchons, et c'est l'intelligence artificielle procure le moyen d'éviter ces institutionnalisations, ce que Sartre avait démontré aboutir ou procéder par des mécanismes de totalisation, c'est-à-dire qu'il faisait des formations totalitaires de la garantie des métiers et en fait qui aboutissaient à leur mise sans dessus-dessous ou quasiment à leur abolition. Alors, il y a ce que cette entreprise, Uberpol, procure, c'est non seulement le moyen de l'expression individuelle en temps réel, par des mécanismes de ce qui s'appelle vote mobile, c'est-à-dire un vote démocratique, c'est simplement un moteur de gouvernance démocratique, tout simple, de vote, mais plus précisément, et pour procurer ce qui est néanmoins nécessaire au-delà de l'expression du savoir collectif, c'est-à-dire aussi la production d'une garantie. Et cette production est possible par des assemblées de, si on peut dire, comme des bouquets de métiers. Si vous avez un type de produit, que vous en faites une production intensive de tous les mêmes, vous allez aboutir à une sorte effectivement, de quelque chose, ce qu'on appelle le totalitaire, qui ne correspond plus aux besoins de coordination avec les autres métiers. Pour procurer une garantie de métier, il faut avoir une communauté de variétés de métiers qui, les uns avec les autres, vont pouvoir se garantir. C'est-à-dire, c'est une garantie entre des professionnels de diverses obédiences, de divers métiers, au lieu d'avoir des garanties de métiers par des séries ou des institutions de métiers. Donc c'est ce que met à disposition en effet donc, cette société Uberpol, je le rappelle, qui veut dire ubérisation de la politique. Donc avec vote mobile, il y a aussi la possibilité de voter en direct. Absolument. Et d'avoir une réponse immédiate. Oui, un scrutin, un calcul de scrutin immédiat, aussi bien pour déléguer des mandats que pour les retirer, pour valider des lois que pour les annuler, tout cela en temps réel. Et puis, deuxièmement, avec cette
deuxième substance de l'ordre social, qui est celui de la production, c'est-à-dire du savoir-faire, de la qualité des métiers, qui doit être aussi qui doit être adjoint à l'expression pure et simple, absolument nécessaire, qui est celle de la condition de la liberté, hein, de l'expression pure et simple des individus, qui là sont dans un milieu où les services qu'ils peuvent attendre de la société leur sont par ailleurs aussi garantis. Une autre question? Donc on en revient à cette idée de la commune où il y avait cette démocratie directe. Voilà. Et par rapport à cette pandémie, pour y revenir et à la gestion de la pandémie, ce logiciel Vote Mobile aurait été ou serait très utile éventuellement pour un sondage ou pour une gouvernance ou pour donner la réponse de la société pour cette pandémie, enfin pour la gestion. Absolument. C'est ce qui démontre la capacité de l'intelligence artificielle à servir d'outil et donc à servir la démocratie. Hein. J'hésite parce que le mot asservir correspond aussi, on entend deux choses. Hein. Bon, on sait bien ce que je veux dire quand je dis qu'ici l'intelligence artificielle est au service de la démocratie de cette manière, mais à propos du servage et d'asservir, on peut aussi revenir pour conclure, hein, mais revenir justement à l'historique de la commune. Il est intéressant de prendre cet historique par un des plus importants personnages de l'histoire de la Révolution française. Il y en a eu plusieurs, hein, mais l'un d'entre eux, comme aujourd'hui Julian Assange est en prison parce que on ne peut que supposer que ce soit un horrible bonhomme et on pourra en faire une légende de violeur, de pornographe et de choses comme ça. Mais il y avait un certain marquis de Sade qui avait gardé une très très mauvaise réputation et qui pourtant a été en fait le premier, le plus grand peut-être théoricien pratique de la Révolution. Et donc qui a laissé des écrits politiques qui en attestent. Ces écrits politiques expliquent d'ailleurs pourquoi par ailleurs il écrit de la pornographie et établit les modèles du sadisme. C'est parce que il prévenait que lorsqu'un individu ou un peuple permettait à l'un d'entre eux ou à un semblable d'avoir un pouvoir, d'exercer un pouvoir sur lui-même, à ce moment-là, il imposait à ce délégué de devenir cruel, etc., c'est-à-dire ce qu'on a appelé sadique. Donc, selon Sade, la production des représentants, l'établissement de représentants, conditionnait ces représentants au sadisme. C'était un des jeux de boudoir qui se pratiquent beaucoup dans la haute société, et aussi bien que dans la c'est plus brutal dans les couples qui se tabassent ou des choses comme ça. Mais donc nous avons avec ce personnage, cet écrivain et cet activiste, il a été en prison, il a frôlé la guillotine dans ses activités politiques, pour ses activités politiques. Et on trouve dans
dans la lettre qu'il écrit au nom de la commune, qu'il écrit donc à Louis XVI, après que le roi en fuite ait été rattrapé et ramené à Paris, on trouve la parole la plus précise de ce qui est exigé, ce que la commune exige de sa gouvernance, c'est la liberté. Or, on a l'impression, dans la perversion actuelle de la gestion de la crise, que dans la folie de la paranoïa et de cette mélancolie collective, qu'on cherche finalement comme si on allait s'attendre à priver le virus de liberté. À force de contraindre tout le reste, on arriverait finalement à enfin à l'arrêter, celui-là, après avoir arrêté tout le reste. C'est tout à fait à l'inverse qu'il faut aller, évidemment. Mais donc, revenir à relire les écrits politiques de ce premier fonctionnaire de la commune, et qui fonctionnait. Donc, voilà, peut-être un complément de ce que je viens de dire sur l'ubérisation de la politique. Merci bien.